Pour résumer un petit peu, j'ai 27 ans d'entrepreneuriat. Maintenant, ça doit faire 28. Je dirige différentes sociétés dans des secteurs complètement différents. Mais j'ai passé mes 15 dernières années en cabinet parce que j'étais micronutritionniste, experte en neuronutrition. Donc j'ai travaillé pendant 15 ans en cabinet et j'ai accompagné des centaines de femmes. Et en accompagnant ces femmes, je me suis rendu compte que le leadership ne venait absolument pas ni de la taille des sociétés, ni des diplômes, ni du réseau. C'était vraiment quelque chose qui avait de différent. Et ça m'a donné, Anne-Marie, ça m'a donné envie de comprendre ce qui se passait à travers le leadership. Pourquoi nous, les femmes, on a ce... Beaucoup, je me permets de le dire parce que 80% des résultats que j'ai eus sur le test, il y avait un problème de syndrome de l'imposteur, manque de confiance, manque de légitimité, et vraiment ça m'a touchée. Donc vraiment cette conférence, je crois que c'est Sandra qui avait dit un jour, tu l'as fait au talent. Non, tu m'as dit ça à Cannes. Là, je vais tout remiser là-dessus, parce que hier soir à 23h, j'ai commencé à écrire mon plan. Donc, vous voyez, c'est tout frais. Mais en fait, je veux dire aussi aux hommes, parce que régulièrement, on me pose la question, même sur les réseaux sociaux, pourquoi vous ne faites que les femmes ? Elles ont des problèmes ? Alors non, c'est pas que les femmes sont moins capables. C'est que, messieurs, vous n'avez jamais dû vous battre pour votre place. Parce que naturellement, vous l'avez occupée. Vous n'avez pas eu à la discuter, vous n'avez pas eu à la négocier. C'est comme ça, c'est dans vos gènes, vous vous imposez. C'est très très rare qu'un homme dise « Oh, moi je souffre du syndrome de l'imposteur ». Enfin, vous voyez, c'est rare, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Et en fait, vous êtes alors les bienvenus pour être assis à côté de nous, parce que forcément, vous êtes forcément les enfants d'une femme, peut-être les époux d'une femme, peut-être le père d'une jeune femme. Donc, si vous voulez, nous, en tant que femmes, donc moi j'ai 55 ans, je sais que alors moi j'ai pas eu trop de problèmes avec les hommes en général. Comme j'ai expliqué à Cannes, moi j'ai eu la chance de côtoyer les femmes chefs d'entreprise Cannes. J'avais 6-7 ans. Donc moi, je croyais que c'était normal de devenir chef d'entreprise. Je me suis absolument pas posé la question si on allait me mettre des bâtons dans les roues, donc j'ai pas eu ce souci. Mais quand je parle avec beaucoup de mes collègues, je me rends compte que beaucoup ont eu des soucis. Et en fait, j'ai compris, et c'est tout le travail que j'ai mis en place, il y a beaucoup de l'inconscient collectif. C'est-à-dire quand les grands-mères se battent pour un droit, quand les mères se battent pour un droit, les filles, on hérite alors, je vais vous parler d'épigénétique de façon légère, mais je vais vous en parler quand même. On hérite d'une blessure. Et cette blessure, c'est intéressant de la comprendre et de la travailler ensemble, parce que le but, c'est pas d'être l'un contre l'autre, c'est vraiment d'être les uns avec les autres pour arriver à travailler demain pour nos enfants à nous. Donc, le leadership d'influence. Alors, en vrai, c'était le leadership d'impact. Parce que leadership et influence, ça veut dire la même chose. J'ai trouvé, à force d'observer, qu'il y avait une biologie du leadership. Et aujourd'hui, on va ensemble en percer les secrets. Quand vous avez quelqu'un qui vous parle, vous avez dans votre cerveau des neurones miroirs. Et en fait, moi, j'ai des choses qui se passent en moi et dans mon cerveau, mais vous, là, vous êtes en train de me comprendre, sauf si vous êtes psychopathe, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, mais vous êtes en train de comprendre si je suis quelqu'un de fiable, parce que je vous parle, je vous regarde, est-ce que je suis à l'aise, est-ce que je ne suis pas à l'aise? Votre cerveau lit tout ça, il scanne. Et si jamais j'ai une dissonance, c'est-à-dire si je dis quelque chose, mais que mon corps est raide, si je dis quelque chose avec mes mots, mais que je pense autre chose, moi-même je me stresse. Et qu'est-ce qui se passe? Sans comprendre vraiment ce qui est en train de se jouer, votre cerveau aussi, vous avez votre amygdale qui s'allume et qui se met, alors c'est pas vraiment un stress, mais il se met en vigilance. Et là,
qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous mettre en retrait. C'est-à-dire, vous allez dire, cette personne, je sais pas trop. Je sais pas si, vous voyez, parce que vous vous sentez, vous savez pas si vous pouvez y aller ou pas y aller. Alors ça, l'année dernière, j'avais expliqué, on avait fait une belle conférence aussi sur qu'est-ce qui se passe lors de la première impression. C'est-à-dire pourquoi on n'a jamais l'occasion de faire une première bonne impression. J'ai travaillé sur les recherches du professeur Kahneman, qui est décédé l'année dernière. Il a été prix Nobel, je ne sais plus exactement quelle année, mais lui, son expertise, c'était les prises de décision dans en business, hein, il était business, les prises de décision, alors pas en zone de stress, mais quand même où vous avez quelque chose en jeu, vous voyez. Et Kahneman a décelé que nous avions deux systèmes. Le système 1, qui est très rapide, analytique, c'est vraiment action-réaction. C'est limite automatisme et limite, on n'a pas conscience. Vous voyez, c'est par exemple, il se passe quelque chose, on fuit, on part. C'est vraiment un gros stress. Quand il se passe ça, sachez que quand vous avez un gros stress, votre cerveau est complètement envahi par le cortisol. Et du coup, vous n'avez plus du tout accès au préfrontal. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment vos réactions archaïques qui vont prendre le relais et vous gérez pas grand-chose en fait. Système 2, il est un peu plus lent, il est un peu plus analytique. Mais qu'est-ce qu'il fait le système 2? Le système 2 va chercher dans sa petite bibliothèque privée et il va vous dire, alors ça se passe très vite hein, aussi, hein, c'est quelques secondes, hein, et il va vous dire, eh ben, écoute, en telle situation, tu as réagi tant de fois de cette façon-là. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? En moment de stress, pas aigu, mais en moment de stress quand même important, vous allez automatiquement aller chercher la situation que vous avez le plus utilisée. Donc, pas la meilleure, celle qui est le plus utilisée. Donc, vous voyez, quand souvent on se retrouve dans des situations récurrentes où on tourne en boucle, et quand on termine la situation, on dit « Ah là là, je ne réagirai plus jamais comme ça », 3 jours après, la même situation vous arrive, qu'est-ce que vous faites? Vous refaites exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'en moment de stress, même léger, le cerveau ne peut pas être créatif. Alors, je vais vous dévoiler les petits secrets pour avoir un cerveau qui soit capable d'être émotionnellement stable, pour que dans vos business, dans votre quotidien, on puisse vraiment avoir des réactions qui nous appartiennent et pas être les victimes en fait, hein, des situations qui nous tombent dessus au petit bonheur la chance, hein, parce que votre cerveau ne sait pas si c'est grave ou si c'est pas grave. Quand vous vous mettez en stress parce que votre enfant n'a pas fait les devoirs ou qu'il y a un loup-garou qui vous court derrière, vous allez avoir la même réaction cérébralement parlant, c'est-à-dire pic de cortisol, chute avec la libération par le foie de l'insuline, on envoie tout ça, l'insuline ramasse le cortisol, ramasse le sucre que le foie a libéré, et c'est en dents de scie comme ça. C'est en dents de scie comme ça, ça va vous créer quoi? Parce que souvent on dit « Ah oui, mais le stress c'est pas bon, c'est pas bon ». Vous savez, quand on entend les insulino-résistants, vous savez que beaucoup développent l'insulino-résistance, c'est pas par rapport à ce qu'ils mangent, hein. C'est uniquement par rapport au stress et le cortisol qui libère toute la journée et l'insuline qui se libère toute la journée. À un moment donné, ça a vraiment un impact sur vos corps. Donc la première des choses dont j'ai envie de vous parler, c'est vraiment la neuronutrition. Alors dans les tests que vous avez faits, j'avais mis un petit test, mais vraiment, c'est juste pour vous dire, mesdames, vous êtes 80% à avoir vraiment besoin de comprendre ce qui se passe dans vos intestins. Intestins, pourquoi? Parce que si le ventre va mal, vous allez avoir, premièrement, la sérotonine, c'est ce qui va vous permettre de gérer déjà les compulsions alimentaires, le stress. La sérotonine se transforme en mélatonine, elle est beaucoup fabriquée dans les intestins et un petit peu dans le cerveau. Ça, déjà, c'est un premier problème. Mais après, tous les autres neurotransmetteurs, par exemple la dopamine et la noradrénaline, ça va être la concentration. Il faut être focus sur les choses pour prendre des décisions vite, qui ont du sens. Ça, avec le GABA, avec l'acétylcholine, ça va pas être fabriqué dans les intestins, mais les acides aminés indispensables à la fabrication des neurotransmetteurs sont extraits dans nos intestins. Si vous avez un problème intestinal, on n'arrive plus à extraire.
la totalité des acides aminés. Donc votre cerveau va marcher au ralenti. Il va être fatigué, vous allez vous traîner, vous voyez par exemple, une carence en sérotonine, vous allez avoir des flexibilités dans l'humeur, quelque chose d'incroyable. L'acétylcholine, vous allez avoir des problèmes de concentration énormes, et c'est des idées qui reviennent en boucle, vous voyez ? Donc ça, la nutrition, c'est important parce que on peut parler de leadership qui commence dans l'assiette, vraiment. Ensuite, on a l'eau. Alors l'eau, pour celles qui me connaissent, je vous rabats les oreilles avec ça depuis des années. L'eau, j'ai beaucoup quand j'étais en cabinet, beaucoup de femmes venaient me voir très fières en me disant « Madame Papadopoulos, pour l'eau, je suis au top. Alors je ne peux pas citer de nom, en plus je suis filmée, mais ça commence par un H, ça finit par un R. Et il y a plein de magnésium dedans. Donc je suis bonne en magnésium. » Non, en fait non, pas du tout. Toutes les eaux minérales, alors là on pourrait faire le test, mais vous retournez les eaux et vous allez me chercher les résidus à sec. Les résidus à sec, qu'est-ce que c'est ? C'est quand l'eau s'est évaporée, c'est ce qui nous reste dans les reins, mesdames. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? L'eau, on peut parler de boisson, mais l'eau, c'est vraiment, notre corps est fait à 80% d'eau, c'est-à-dire ça va gérer tous les nutriments, ça va gérer les déchets, ça va hydrater notre cerveau, c'est vital, je ne veux pas dire plus que la nourriture, mais vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de similaire. Donc, je recommandais 2 eaux depuis, ça fait 15 ans que je suis en cabinet, donc 15 ans, la Monroucou et la Rosée de la Reine. J'en donne 2, j'ai le droit. Hein. Mais on a l'inconvénient des plastiques. Mais vous voyez, entre dire, prenez une eau chargée en minéraux qui va vous rester dans les reins, donc vous voyez, et je préférais dire, au moins Rosée de la Reine ou Monroucou, les résidus à sec sont très bas, ce qui veut dire que vous n'allez pas fatiguer vos reins. Et j'ai fait la rencontre de l'EPA, tout le monde connaît l'EPA, le groupe Zepter, voilà. On a eu une rencontre intense, on a parlé pendant des heures, on s'est revus, on a reparlé pendant des heures, on s'est revus, on a parlé pendant des heures, et on a fait des tests avec sa collaboratrice, et je l'écris dans mes livres. On a obtenu, l'EPA, le même résultat que Monroucou et Rosée de la Reine, avec la filtration Zepter. Donc ça veut dire que là, on tient quelque chose d'incroyable. On a réglé le problème des résidus à sec sans le problème du plastique. Donc, voilà, si ça vous, je voulais le dire parce que c'est important pour nous, pour nos enfants. Vous voyez, parce que on se rend pas compte, mais ça impacte vraiment au niveau cellulaire, au niveau cérébral, c'est important. Vous savez, c'est comme si, j'ai toujours été choquée de ça. Tout le monde sait, vous avez un moteur qui marche au 98, sans plomb, personne ne va aller mettre du gasoil. Enfin, vous êtes d'accord, si jamais vous mettez du gasoil, vous ne tournez même pas le contact. Vous faites purger votre moteur. Mais comment ça se fait que tout le monde soit capable de comprendre ça, et pour nous, pour notre cerveau, on ne se pose même pas la question. Vous voyez, ça a toujours été quelque chose qui m'a troublée. Donc, la première des choses, si vous voulez émotionnellement être stable, regardez ce qui se passe dans vos assiettes. Donc voilà, pour l'eau, ça c'est dit. La deuxième chose, c'est la gestion du stress. La gestion du stress, c'est pas évident. Qu'est-ce qui se passe en gestion du stress ? Je vous ai un petit peu expliqué les pics. Et à force d'être en pic, de redescendre, d'être en pic, de redescendre, vous pouvez atteindre un cortisol en bande. Alors, quand vous entendez ça, le cortisol en bande, en fait, ça veut dire que vous êtes normalement dans un burn-out ou vous n'allez pas tarder à y être. Alors, si vous voulez, si ça intéresse, parce que je sais que certaines ont beaucoup de salariés, c'est très très rare qu'une femme chef d'entreprise fasse un burn-out. C'est, je dirais, quasi exceptionnel. C'est des profils qui sont très particuliers, mais si vous voulez qu'on en parle, pour que vous puissiez, vous, agir et comprendre dans vos sociétés qui est susceptible de faire un burn-out, ça, c'est utile. Vous voyez, parce qu'on a des profils qui sont très particuliers, qui sont détectables, et on peut éviter quand même pas mal de drames, je trouve, avant
vous voyez que tout explose et que ça parte pour vous, mais pour la personne aussi, vous voyez. Donc voilà, donc la gestion du stress, ça va être, comme j'explique dans mes livres, des petites pratiques que vous allez réussir à insérer dans votre quotidien. C'est-à-dire, c'est pas un moment de stress où vous allez apprendre à faire de la gestion du stress. Vous comprenez ? C'est en vous entraînant en dehors de stress que vous allez petit à petit développer, c'est comme un muscle, hein. Vous allez développer votre respiration, vous allez comprendre, parce que c'est nos ressentis. Vous savez, un stress, c'est absolument pas mauvais, hein, à la base. C'est quand il dure, quand il se prolonge que c'est mauvais, ou quand il se répète trop fréquemment. Mais autrement, un bon stress, là vous voyez, moi je suis stressée, mais c'est un bon stress, j'ai l'adrénaline, vous voyez, je ne tremble pas de l'intérieur. Et ça, c'est important, parce qu'à partir du moment où je vais trembler de l'intérieur, où je vais être mal, qu'est-ce qui se passe ? Vous l'avez compris, vos neurones miroirs vont comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme vous ne pouvez pas être sûr de ce qui ne va pas, forcément, vous allez vous mettre en vigilance. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire très facilement. Vous prenez quelques minutes le matin, quelques minutes le soir pour respirer en présence. C'est pas la peine d'aller chercher. Vous savez, moi j'ai accompagné des centaines de femmes. Si je leur avais dit, alors il faut que la lune soit dans tel truc, que le soir vous vous mettiez comme ci, un bras comme ça, une main comme ça, on le sait toutes. Julie, on part en courant. Pourquoi tu parles de moi ? Comme ça, je ne sais pas. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Oui, voilà. Elle n'est pas tout le temps en apnée. Elle respire de temps en temps. Donc, si vous voulez, ça, c'est le deuxième pilier, la gestion du stress, parce que quand vous arrivez à gérer votre stress, vous arrivez à comprendre et à mieux définir vos émotions, à mieux comprendre ce qui se passe. Les croyances limitantes, maintenant. J'ai observé que quand on parle de dissonance en soi, c'est quand on essaye de paraître ce que l'on n'est pas. Ça, essayez de retenir ça. On en a beaucoup autour de nous, on ne citera pas de nom, hein, mais c'est très, très stressant pour les personnes, vous voyez, quand elles sont en dissonance, mais c'est épuisant pour l'entourage à supporter, parce que ce sont des personnes qui sont en stress permanent, il y a de l'agressivité, il y a du conflit pour rien, et en fait, le problème, c'est pas à l'extérieur. Le problème, il est en elle. Donc, j'ai eu envie vraiment de comprendre qu'est-ce qui crée cette dissonance. Qu'est-ce qui se passe qu'à un moment donné, parce qu'on le sait quand on est bien et on le sait quand on surjoue. Quand on est mal à l'aise, on sait qu'on est mal à l'aise. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je sens quand ça va et quand ça va pas. Donc forcément, vous ne pouvez pas incarner, que ce soit dans vos négociations, que ça soit avec vos employés, que ça soit avec vos fournisseurs, que ça soit... Si vous êtes en dissonance, vous envoyez le mauvais message. Si vous envoyez le mauvais message, qu'est-ce qui se passe ? Vous ne pouvez pas avoir le bon contrat ou la bonne réponse du salarié en face parce que vous n'habitez pas ce que vous dites. Voilà, ça se résume à ça. Et là, émergent les croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est quelque chose de phénoménal. Là, on va parler d'épigénétique. Je vais vous parler de 3 études. Ce sont des études qui, moi, pendant mes études, m'ont vraiment marquée. Je vais vous parler d'une étude en Suède elle a dû avoir lieu au 19e, ça devait être dans les années 1860. Il y a eu une famine terrible en Suède. Et déjà à l'époque, les médecins ont eu l'intime conviction qu'on ne pouvait pas faire souffrir des enfants. On ne parlait pas d'épigénétique, hein, on est d'accord, hein, 19e, on était vraiment... mais ils ont eu l'intime conviction que de voir ces enfants pratiquement mourir de faim, ça allait laisser des séquelles plus tard. Donc ils se sont dit, on va étudier sur 3 générations. Bon, évidemment, il y a eu plusieurs chercheurs, et ça a donné quelque chose d'incroyable. Les enfants de ces jeunes enfants, parce que l'étude c'était de 4 ans à 12 ans, hein, on va dire. Donc les enfants
Alors, il y a eu des doubles aveugles, bien sûr, hein, dans le pays, mais avec des zones qui n'étaient pas touchées par la famine, en tout cas pas comme ça. Les enfants de ces personnes qui ont été en famine ont développé une anxiété chronique. Les enfants, d'accord ? Ok. Les petits-enfants des gens qui avaient été affamés et des enfants qui avaient développé cette anxiété chronique ont à 95% pratiquement déclaré des troubles métaboliques sévères. 95%. Et les doubles aveugles, on était à 5%. Donc vous voyez, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un stress dans le corps des grands-parents ont donné chez les petits-enfants des troubles métaboliques tels obésité, tels troubles cardiovasculaires. Vous vous rendez compte ? Au 19e siècle, ils avaient mis le doigt là-dessus. Après, je veux vous parler de James Conwell. C'est aux États-Unis que ça se passait, c'était plus en Suède. Alors lui, c'était en 1950-60, 60 il me semble. Pareil, il avait la sensation que ce que l'on mangeait, ce que l'on subissait, se transmettait. Mais à l'époque, évidemment, vous imaginez, 1960, il passait un peu pour un huluberlu. Donc, à l'époque, il a pris des verres plats. Il a fait 2 bacs. Premier bac, il a allumé une lumière sur les verres. Les verres vous savez, la lumière, elle devait être chaude. C'était les Projo. Les verres se détendaient. Très bien. Les verres se détendent. Bac B, les verres se détendent. Bac A, il reprend les verres. Il met la lumière et en même temps qu'il met la lumière, choc électrique. Les verres se contractent. D'accord ? Choc électrique normal. Donc il fait l'essai avec lumière, sans lumière. Donc quand il y avait le choc électrique, sans la lumière, quand il remettait la lumière, les verres ne bougeaient pas. Quand il a été choqué avec la lumière, des verres, on parle d'asticots, hein, d'accord ? Dès qu'il y avait la lumière sans courant électrique, ils se sont contractés. Donc déjà, vous voyez, ça veut dire un asticot est capable de garder en mémoire que la lumière, ça veut dire courant électrique. Très bien. Alors, excusez-moi, hein, c'est pas encore midi, mais il prend les verres, il les découpe. C'est ça, hein, la science, on est obligé de... Il prend les verres, il les découpe, il les donne à manger au bac B. Alors évidemment, il avait testé avant le bac B, lumière, les verres se détendaient, mais les verres du bac B n'avaient jamais été électrocutés. On est bien d'accord. Ils n'ont jamais vu l'électricité. Il mange, 24 heures après, il allume la lumière sur le bac B. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Les verres se sont contractés. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Et je termine avec 2 scientifiques, toujours, là c'est à Atlanta aux États-Unis, le professeur Diaz et Russler, qui sont eux, ils sont dans l'épigénétique. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc toujours mais il y en a des centaines et des centaines hein, d'études comme ça. Mais ça, je vous ai fait partager ce qui moi, pendant mes études, donc Diaz ils ont pris des souris et ils ont, désolé, mais envoyé des chocs électriques qu'ils ont associés avec une odeur particulière. Choc électrique, odeur. Choc électrique, odeur. OK. Ils ont arrêté les chocs électriques, ils présentaient l'odeur aux souris. Qu'est-ce qui se passait ? Les souris hystériques. Comme si elles étaient encore choquées. Très bien. Ils font faire des petits. Les petits n'ont jamais vu le choc électrique. Ils ont simplement présenté l'odeur aux souriceaux. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Hystérique. Stress, comme s'ils étaient électrocutés. Donc, ce que je veux vous dire, c'est, quand je parlais de nos mères, de nos grands-mères, vous voyez, on se traîne, qu'on le veuille ou pas, un héritage génétique qui touche notre santé, mais qui est loin aussi de toucher d'autres choses qu'on n'imagine pas, en fait, au quotidien. On ne peut pas s'imaginer que, des fois, vous voyez des gens réagir, même vos enfants, quand vous les voyez réagir, on ne comprend pas parce qu'ils nous parlent de choses, on se dit mais c'est dingue, est-ce que ce gosse est mon enfant ? Non, en fait, non, pas du tout. Et en fait, il le vit vraiment. Donc vous êtes obligé de constater. J'ai pas dit, mais moi je suis la maman de 3 enfants aussi, 3 grands enfants, et je suis mariée avec le même homme depuis
25 ans. Donc, mesdames, je ne sais pas si c'est lui qu'il faut applaudir ou moi, hein, mais si vous voulez, on a des fois des réactions dans le quotidien. On a l'impression de tout gérer, mais vous ne gérez rien du tout, en fait. Vous êtes les victimes de votre épigénétique. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous amener à comprendre, c'est vraiment ça. Parce que quand vous le comprenez, ça vous permet de prendre un petit peu de recul. Si vous voulez bien, je vais vous faire distribuer des papiers. Vous devez avoir un petit stylo dans le sac, un petit crayon. Et je vais vous donner les consignes pour vous faire prendre conscience des croyances limitantes, des barrières qu'on se met. Il faut relier les 9 points en 4 traits sans jamais lever le stylo. Alors, je vous explique ce qui se passe là-dedans. Je vous relis. Reliez les 9 points en traçant 4 traits droits. D'accord ? Sans jamais lever le stylo. OK ? Vous savez ce qu'il fallait faire ? Il fallait sortir du cadre. Sortir du cadre. Donc tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire, on s'est conditionné seul à ça. Personne ne vous a dit ne sortez pas du cadre. Et pourtant, qu'est-ce que vous avez fait, mesdames, messieurs ? 80%, vous êtes restés dans le cadre. Tu vois ? Ouais. Tu t'es auto-conditionné. Oui, parce que j'y ai pensé, j'ai dit la seule sueur, quoi ? Et j'ai dit, mais non, mais c'est pas ce qu'ils veulent. Tu vois ? C'est dingue. On sort du cadre. Ah bah alors. Attends, non, c'est pas comme ça. Donne-moi un autre. Mais non, mais t'as fait des traits. Ça me perturbe quand il y a les traits. Tu fais hop, hop, 3. Et là, tu relis tout. Voilà, mesdames. Alors, je vous ferai passer la correction, mais en fait, il suffit. Vous partez complètement à gauche. Vous faites les 2 points. Vous montez. Vous partez en diagonale. Vous ressortez un petit peu. Et hop, vous ralliez le bas. Et hop, vous finissez comme ça. Voilà. Oui, bon, moi, je le fais comme ça. Voilà. Donc, tout ça pour dire quoi ? Pour dire, soyez vigilantes. Vous pensez être libre, mais libre de quoi en fait ? Sur un simple exercice où il n'y avait pas la consigne de ne pas faire, vous ne l'avez pas fait. Parce qu'on nous a dit, suivez les consignes. Oui, alors on peut suivre les consignes, mais on peut être un peu créatrice. Hein. Parce que je dis à mes enfants, suivez la consigne en bas. Alors, tout ça, Brigitte, où elle est ? Passe là, passe là. Alors là, je ne sais pas si je vais arriver à vous faire revenir, hein. Parce que vous êtes vraiment partis loin. Donc, tout ça, on rit, hein, parce que c'est comique, mais essayez de le ramener dans vos vies, en fait. C'est ça qui est intéressant. Quand on prend une décision, quand on est devant des situations qui se passent, quel est notre libre arbitre ? Où est-ce que vraiment on a notre... Vous savez, en droit, on dit l'intuitu personae. Voilà. On l'a jusqu'où, ça ? On l'a jusqu'où ? Comment ? D'où ça vient ? Donc, en fait, moi, la méthode que j'ai digitalisée, ça a été vraiment 15 ans d'observation en cabinet où j'ai vraiment vécu ça avec 80% des femmes qui sont venues me voir. Et vraiment, je les ai toutes accompagnées avec beaucoup de bienveillance. Des fois, c'était émouvant de voir à quel point elles se piégeaient toutes seules. Et il y a certaines personnes qui ont des petites lueurs où elles se rendent compte, et d'autres personnes où elles sont enfermées dans une vie en fait qui leur correspond pas, dans laquelle elles n'ont même pas de place pour elles-mêmes. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie vraiment de travailler sur ce leadership, parce que quand on a, vous savez, le leadership, c'est la capacité à rallier les gens, c'est la capacité de fédérer à travers des idées. Et ça, en tant que femme dirigeante, on en a toutes besoin. Si vous n'êtes pas capable de fédérer vos employés, qu'est-ce qui va arriver ?
Vous savez, il vaut mieux que vos employés vous suivent parce que vous avez un impact qu'ils vous suivent par la peur. On va pas citer de nom, mais nous, on en a autour de nous des femmes, hein, pourtant. Hein. Elles dirigent pire que des hommes, mais elles ont un turnover. C'est pas ça la stabilité d'une société. C'est pas manager à la dure qui rend quelqu'un avec du leadership. Donc, j'ai créé vraiment cette méthode. Je fais une parenthèse parce que j'ai tellement été déçue, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je travaille là-dessus, et j'ai eu un accompagnement que j'ai payé une fortune pour digitaliser ma méthode, d'accord ? Ça, je vous fais la petite parenthèse parce que j'ai eu envie à un moment donné dans ma vie de travailler différemment. D'arrêter de bosser. Moi, j'étais en cabinet de 7h du matin à 7h du soir, des fois plus. Hein, mes enfants sont là pour le dire, mon mari aussi. Et à un moment donné, c'est trop, quoi. On n'arrive plus, je ne pouvais plus. Et je me suis dit, je vais penser différemment la façon d'accompagner les gens. Donc, digitaliser une méthode, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'êtes plus obligé d'être planté dans votre cabinet de 7h du matin à 7h du soir. Ça veut dire plus de liberté, plus de temps pour vous, et parce que dans le questionnaire, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Je veux travailler plus pour gagner moins. Alors moi, je dirais, non, pensez pas comme ça. Travaillez différemment pour gagner plus. Vous voyez ? C'est pas le travail qu'il faut bouger, c'est vraiment la façon que l'on a de voir le travail. Donc, j'ai vraiment créé comme un ADN d'expertise pour digitaliser vos savoirs, mesdames. Parce que demain, dans nos sociétés, malheureusement, à cause de tout ce qui se passe, on essaye d'avoir, c'est terrible, hein, ça m'arrache le cœur de le dire, hein, mais de moins en moins de salariés. Pourquoi ? Parce que c'est la crise, parce que c'est très compliqué, surtout, bon, nous ici à Monaco, on a vraiment une chance énorme, mais quand on a des salariés en France et quand on a des business en France, vous êtes beaucoup ici, vous êtes nombreuses, c'est pas tous les jours évident. Donc évidemment, la marge